Le fetch en JavaScript permet de récupérer les données d'une adresse directement en JavaScript, comme tu peux le voir ici avec le code. Dès que je fais Enter, et ben là tu vois que j'ai récupéré les données de cette adresse avec ici des centaines de posts. Dans cette vidéo, on va un peu mieux comprendre comment fonctionne le fetch. Le concept du fetch, il est basique. On a notre ordinateur, notre client, qui va vouloir récupérer les données d'un serveur. Le serveur, lui, il possède les données. Ici, on pourrait voir ça comme un énorme tableau avec plein d'utilisateurs et lui, il va devoir nous les renvoyer. Et pour communiquer, ils utilisent le protocole HTTP ou HTTPS qui permet non seulement de faire en sorte que l'ordinateur, le client, puisse créer la demande, la request, et que en contrepartie, le serveur puisse comprendre cette demande et puisse renvoyer en retour les différentes données que l'utilisateur a besoin. On appelle ça le protocole HTTP. Mais c'est quoi un protocole? Un protocole, c'est tout simplement des règles que les deux parties connaissent. Par exemple, quand tu envoies une lettre, tu vas mettre dessus le nom du destinataire. Tu vas mettre dessus son adresse. Un timbre vert, ça veut dire que c'est pas prioritaire, mais un timbre jaune, ça veut dire prioritaire. Si tu montres ça à un alien, il va pas comprendre. En fait, si on le comprend, c'est juste parce qu'on a un protocole, le protocole de la poste, qui dit que tu dois écrire le nom du destinataire, etc., etc. Tout ça, c'est des règles. Et non seulement toi, tu connais les règles, mais la poste, qui est l'intermédiaire entre les deux, connaît aussi cette règle et le bureau ou le destinataire va aussi comprendre ces règles. Et en l'occurrence, pour le protocole HTTP, les règles sont assez simples. Il y a une request, une demande et une réponse. La demande, ça va être une sorte de papier qu'on va élaborer pour notre serveur et la réponse, ça va être un colis, un paquet de données qui va être renvoyé de la part du serveur. Quand tu cliques sur un lien, en fait, automatiquement, ton navigateur, il vient faire une demande. Hello, est-ce que je peux avoir la page XXX? Et le serveur, il va renvoyer cette page. Et en l'occurrence, la page HTML représente le colis que tu vois juste ici. En fetch et en HTTP, on a plusieurs règles. La première règle, c'est de faire la méthode. Il y a plusieurs méthodes et la méthode, ça va tout simplement dire qu'est-ce que tu veux. Il y a la méthode get qui permet de demander des données. Il y a la méthode post qui permet d'envoyer des données. Donc tu vois qu'ici, on fait une demande et on reçoit des données. Avec la méthode post, on envoie des données et on reçoit un reçu ou on peut aussi recevoir des données. La méthode patch, c'est la même chose. Et la méthode delete, c'est juste on envoie la ressource qu'on a envie de supprimer et on a un reçu comme quoi on a supprimé. Et ensuite, il y a le statut. Quand tu fais une demande, on va te donner le statut parce que peut-être qu'on va te donner des données en disant tout a bien fonctionné ou peut-être qu'on va te renvoyer une erreur. Par exemple, si tu envoies une lettre à une mauvaise adresse, tu vas recevoir la lettre avec un tampon écrit l'erreur. Et ici, on va avoir une erreur avec un statut qui est écrit error ou 400 ici qui va te dire qu'il y a un problème. Et il y a différents statuts qu'on va retrouver. Moi, j'aime bien le même ici. Le statut 100, le statut 200 qui veut dire tout se passe bien, le statut 300 qui veut dire dégage quelque part d'autre, c'est la redirection. Statut 400, c'est comme quoi tu as fait une erreur et statut 500, c'est comme quoi le serveur a eu un problème. L'avant-dernière partie, c'est les headers. Les headers, ça va être l'IP, la méthode, les données que tu veux recevoir, etc. Et ensuite, le body, ça représente une grosse string qui va être soit sous forme de JSON, soit sous forme de texte, soit sous forme de ce que tu veux en fait. Et le body, il va nous permettre d'envoyer des données comme ceci. C'est une string qui représente ici le paquet. Tu vois que ici, on va pouvoir transformer des objets et des trucs complexes en JavaScript en string grâce à JSON.Stringify. Voici pour l'explication rapide de tout ça parce que j'ai pas envie de trop t'ennuyer. Et maintenant, on va passer à l'élaboration d'une request avec fetch et on va pouvoir revoir tout ce qu'on a vu jusqu'ici. La première partie d'une request, c'est l'adresse. L'adresse, ça va représenter à qui tu as envie d'envoyer cette demande parce que toi, tu élabores la request et il faut bien l'envoyer à quelqu'un. Et en l'occurrence, avec l'adresse, on va définir exactement la personne à qui on a envie d'envoyer, exactement comme une adresse postale. Et ici, on va voir que si je fais const result est égal à fetch, result, ça représente une promise. Alors, les promises JavaScript, c'est tout un sujet, mais ce que j'aime bien dire avec les promises, c'est que quand tu fais un fetch, vu que le serveur, il doit te répondre, on sait pas combien de temps il se passe. Il faut bien savoir que quand tu fais une request, par exemple, depuis la France à un serveur américain, ta request, elle passe dans des câbles sous-marins de la France à l'Amérique. Ensuite, elle passe par plusieurs routeurs, par plusieurs services, etc. Tout ça pour arriver jusqu'au serveur. Ensuite, le serveur, il élabore la réponse et ensuite, on fait le chemin inverse, soit des milliers et des milliers de kilomètres qui peuvent se passer entre le moment où tu as fait ta request et ta réponse. Donc, le temps, ça va peut-être prendre 100 millisecondes, ce qui serait cool, ou ça va peut-être prendre 1000 millisecondes, ou même encore pire, par exemple avec les requests d'OpenAI, etc. Ça pourrait prendre jusqu'à 10 secondes, donc 10 000 millisecondes, 1000 millisecondes qui représentent une seconde. Donc ici, on ne sait pas, en fait, combien de temps
va durer notre réponse. Et donc, ce que le fetch nous dit, c'est, tu sais quoi, je te donne une promesse. Je te promets que un jour, je vais te répondre, soit je vais t'accepter, soit je vais te refuser, mais je te fais une promesse. Et donc ici, c'est ce qu'on voit. On a une promesse ici, et il nous dit qu'il est fullified. Donc, si je fais la request juste comme ça, tu verras que la promesse, elle est pending, et après quelques temps, elle va être fullified, comme quoi, si c'est fullified, ça veut dire que tout s'est bien passé. Et donc, avec notre fetch, on va pouvoir utiliser la syntaxe .then, avec res qui va sur console.log, ici, on va faire pour l'instant console.log res. Et donc là, .then, il va nous permettre de dire, dès que la request est terminée, dès que tout s'est bien passé, eh ben, j'ai envie que tu affiches res. Donc, j'ai envie que tu affiches dans la console response. Et donc là, tu vois qu'au bout de quelques millisecondes, on a la réponse. Et dans la réponse, on retrouve les différentes informations que je t'ai dit avant. On aura le body qui représente une readable stream. Stream, ça veut dire des données qui vont peut-être venir en plusieurs minutes. Parce que si la donnée est trop grande, eh ben, le serveur, il va envoyer des petits paquets. C'est pour ça que ça, c'est une readable stream. Body used est égal à false. Là, on a les différentes headers. Donc, il y a pas mal d'headers. Je sais pas si je peux les voir comme ceci, mais on va pas pouvoir, je crois, comme ceci. On est obligé d'appeler la méthode, mais c'est pas grave. Ici, on a les différentes headers. Et là, on a une information qui est super intéressante, le status. Le status, ça représente bien ici ce qu'on voit ici, 100, 200, 300, 400, 500, qui vont nous permettre de savoir où on en est avec notre statut actuel de la réponse. Et ensuite, ici, on a différentes informations pas très intéressantes. Mais on a surtout un prototype qui nous offre différentes méthodes. On a notamment la méthode JSON qui va nous permettre de récupérer le JSON. Et on a la méthode text qui va nous permettre de récupérer la méthode text. Et on a aussi juste le body qui représente une readable stream. Les méthodes JSON et text, ils vont nous permettre en fait d'attendre que le body soit terminé, d'attendre que la réponse du body soit entièrement terminée. À ce moment-là, eh ben, la promesse va être rendue. Et c'est pour ça qu'ici, les méthodes text et JSON sont aussi des méthodes qui retournent des promesses. Donc maintenant, on va vouloir récupérer le résultat. Et donc pour ça, ici, en fait, on va pouvoir faire une fonction, comme tu peux le voir ici. Et là, je vais pouvoir return res.json. Et grâce à une feature assez intéressante des promises qui s'appelle le chaining, eh ben, je vais pouvoir rajouter un deuxième .then pour dire dès que le JSON est reçu, eh ben, je vais prendre la réponse et ici, je vais faire console.log de redspence, comme ceci. Et là, pour avoir un meaning un peu plus intéressant, on va mettre JSON, puisqu'on est bien en train de récupérer le JSON. Là, quand je vais faire Enter, eh ben, tu peux voir que cette fois, je reçois le JSON, parce que je viens récupérer le JSON comme ceci. Et donc ça permet de faire une méthode get. Parce que là, implicitement, on a fait une méthode get. Maintenant, c'est intéressant de faire des méthodes un peu plus compliquées. Imagine-toi qu'ici, je veux créer un post. Je vais garder la même URL, mais je vais rajouter ici un objet. Et ici, dans l'objet, je vais pouvoir définir la méthode post. Et je vais aussi pouvoir définir le body que je veux envoyer à mon serveur. Et donc là, tu vois que je peux essayer d'ajouter un objet. On va rajouter par exemple ici, on va aller regarder le guide de mon API pour savoir ce que je dois faire pour post. Il attend un title, un body et un user ID. Donc ici, le body qui est à l'intérieur, évidemment, ça représente une donnée. Donc ici, on va mettre un body, un title et un user ID. Et donc tu vois que ici, si je fais ça et je fais const result comme ceci et que j'envoie et qu'ensuite j'affiche result, et ben ici j'ai une réponse qui me dit qu'elle est fullified. Elle est fullified, mais ça va pas fonctionner parce que ici le body n'est pas un body valide. Normalement, il est censé me faire une erreur, mais cette fois il a décidé de pas faire d'erreur, mais c'est pas très grave. Mais ici le body n'est pas un body valide. On ne peut pas envoyer d'objet. Et tu peux le comprendre assez rapidement en allant dans l'onglet network juste ici. Dans la console, tu vas avoir un onglet network et dans cet onglet network, on va pouvoir voir les différents appels qu'on a fait depuis avant. Donc là, tu vois qu'on a tous les posts qu'on a récupérés. Et là, je vais pouvoir aller sur ce post-là et tu vois que dans le payload, ce qu'on envoie, c'est object. Et évidemment, le serveur avec object, il va pas comprendre parce que le payload, ça représente les données qu'on envoie. Elles sont toujours sous forme de string. Et ici, on n'a pas envoyé une string. Pour envoyer une string, on va utiliser json.stringify de l'objet qu'on vient de créer comme ceci. Et maintenant, quand j'envoie ça, eh ben, on a le result ici avec la réponse qui est encore une fois là. Et si je vais dans network, on a une deuxième request et cette fois, tu vois que dans le payload, on a bien une string qui représente les différentes données qu'on a. Et tu vois qu'ici, Chrome est assez sympa. Ça, c'est la string de base. Puis nous, il te parse automatiquement la string pour que tu puisses un peu mieux comprendre. Et on voit que le serveur, il nous répond l'ID 101 qui est en fait la ressource qui a été créée. Donc, il nous envoie quand même un body. Maintenant, évidemment, si on a envie d'afficher le résultat directement ici, on va pouvoir faire exactement pareil qu'avant parce que pour la suite, que tu fasses un post, un get, un patch, etc., tu peux toujours faire la même chose. Donc, res qui va sur res.json, puis ensuite then json qui va sur console.log de json comme ceci. Et donc là, tu vois qu'on a bien ID 101 qui s'est créé. Mais maintenant, on pourrait aussi essayer de faire une erreur. Par exemple, ici, si j'essaie d'envoyer la méthode delete sur cette URL, et ben en fait, cette URL, elle n'existe pas. Et donc là, on va avoir une erreur. Ici, tu peux le voir.
avoir méthode 404. Et donc là, le statut, c'est plus 200 ou 201 qui voulait dire created, c'est 404 qui nous dit qu'il a rien trouvé. Et en réponse, il nous envoie un objet vide comme ceci. Et ça, c'est assez intéressant parce que si là, on s'amuse à console log la readSpends qu'on reçoit du serveur en faisant console.log de OSPends comme ceci, et tu peux voir que dans la réponse, on aura cette propriété OK. Et cette propriété OK, elle vient de changer. Donc là, si je te montre la propriété OK de, par exemple, quand on faisait le truc d'avant, tu vois qu'ici, la propriété OK, elle est true, et là, la propriété OK, elle est false, et le statut, il passe de ici 201 à 404. La propriété OK, elle est true uniquement si le statut est entre 200 et 299. Dans le cas contraire, de ce que je sais, peut-être que ça accepte aussi 100, je sais pas. Et dans le cas contraire, on va avoir une erreur. Et c'est ce que tu vois ici. On a OK false, comme quoi il y a une erreur. Il faut savoir que ta promise, elle sera toujours résolue du moment qu'il n'y a pas une 500. Donc, c'est-à-dire que là, même s'il y a une erreur, on va pas arriver dans le point catch. Tu vois le point catch. On va y arriver là-dedans uniquement si le serveur est crash avec une 500, s'il nous renvoie une 500. Ou si, par exemple, on essaie de stringify un JSON qui n'est pas valide, etc. Tout ça, ça va provoquer une erreur qui va nous faire arriver dans le point catch. On a une dernière chose à voir qui est un peu moins intéressante, c'est les headers. Donc les headers, ça permet d'envoyer des données. Et les headers, en fait, c'est assez simple. C'est un mapping entre des keys et des values. Et donc dans les keys, tu peux avoir tout ce que tu veux. Je peux même mettre blablabla et mettre comme valeur je suis Melvin, envoyer ça comme ceci en enlevant le point catch, et là tu vois que j'ai la réponse. Et si je vais dans le network et que je tape ma dernière request qui est juste ici, dans header, juste ici, tu vas pouvoir retrouver pas mal d'informations, et là on va pouvoir voir blabla, je suis Melvin, et on va aussi pouvoir voir key de point value. Et donc là on a toutes les headers. Mais tu vois que j'en vois beaucoup plus de headers. J'ai que ajouté 2 headers, mais pourtant j'en ai une dizaine dans la request header, donc c'est dans la demande. Et en fait c'est parce que par défaut, Chrome il vient ajouter plein de headers à ta place. Les langages qu'il accepte, l'encoding qu'il envoie, les cookies qu'il envoie. Ici, tu vois que Google Analytics, il me traque peu importe où je vais. Ensuite, les origines, les référeurs que je peux avoir, etc., etc., etc. Tout ça, c'est ce que nous envoie la réponse. Et la réponse aussi, elle a beaucoup de headers. Ici, les location, les access control origin, les courses, le content type, la date, les expires, la location, bref, plein d'informations qui sont envoyées dans ces headers qui pourraient faire le sujet d'une vidéo entière. Voilà, c'est la fin. J'espère que tu as apprécié cette petite explication de Fetch. J'espère avoir été clair. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à mettre un super commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tu retrouveras aussi dans la description un cours offert sur JavaScript qui va vraiment te faire monter en compétences. Je te conseille d'aller là-bas. À tout de suite.